Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission sur TV78 pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité des infos pratiques et des idées de sortie. Voici le programme de ce 16 novembre. Ne pas fumer pendant tout novembre, c'est le défi lancé chaque année par le mois sans tabac. Éviter la cigarette durant 30 jours multiplierait par 5 les chances d'arrêter définitivement. On en parle avec le professeur Loïc Josserand, président d'ACT Alliance contre le tabac. Donner de la voix pour la recherche contre les cancers pédiatriques, l'association Les Bagouzes à Manon organise la Voix des Bagouzes, un grand concours de chant de 7 à 77 ans. Les demi-finales et finales auront lieu le 14 janvier à Vélizy-Villacoublay. Anne Herbert Lorenz, présidente fondatrice de l'association, et Stan Bennett, parrain des Bagouzes à Manon, sont nos invités. Enfin, qui dit mercredi dit sortie au cinéma. Nous ferons le point sur les nouveautés de la semaine dans les salles obscures, les conseils des pros aussi pour découvrir ou redécouvrir un classique du 7e art. Le réalisateur yvelinois Gauthier Barra vous dévoilera l'un de ses coups de cœur. Les journalistes de la rédaction de TV78 qui sont avec moi en plateau, Mathilde Francou, bonsoir. Bonsoir Grégory. À suivre avec vous les informations du jour de ce mercredi 16 novembre. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? On va parler de rénovation urbaine et d'un peu de sport puisqu'hier avait lieu le dernier entraînement de l'équipe de football avant de partir pour la Coupe du Monde de football au Qatar. Du côté de Clairefontaine, bien sûr, ce centre national du football installé dans les Yvelines à Clairefontaine pour cette équipe de France de football qui va bientôt démarrer la compétition. Également Céline Charles de la rédaction de TV78. Bonsoir Céline. Je le disais, on va parler de sortie cinéma aujourd'hui, film 100% francophone ce soir. Exactement, ce sera des films 100% francophones mais avec des genres bien définis. On retrouvera par exemple une autofiction signée Gad Elmaleh ou bien le dernier film de Gaspard Ulliel. Et je disais aussi des invités avec nous en plateau tout à l'heure, le professeur Loïc Josserand qui nous parlera du mois sans tabac qui se déroule pendant tout le mois de novembre. Il y a également deux invités qui sont d'ores et déjà avec moi en plateau, Anne Herbert Lorenz et Stan Bennett. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Grégory. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes respectivement présidente fondatrice et parrain, je disais tout à l'heure président, mais vous êtes le parrain de l'association Les Bagouzes à Manon et vous êtes venu nous parler de ce grand concours de chant vers la voie de la guérison. Alors Les Bagouzes à Manon, pour présenter cette association, on avait consacré un reportage il y a quelques mois à votre association. Les Bagouzes à Manon, ça fait référence à Manon, Anne, votre fille, emportée en 2002 par un neuroblastome à l'aube de ses 8 ans. Votre association sensibilise le grand public à la nécessité de soutenir les projets de recherche sur les cancers pédiatriques. On rappelle que le cancer, c'est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants de plus de 1 an. 2000 enfants sont touchés chaque année en France et c'est un combat. 2500, voilà le dernier chiffre, j'avais le chiffre de 2500, merci de le préciser. C'est un combat que vous menez depuis 18 ans. Ça fera 18 ans le 19 janvier, tout à fait, et ça a fait 20 ans cet été que Manon est décédée, donc oui, c'est un combat qui m'anime à 300%. Quels sont les types d'actions que vous menez ? Alors, on avait démarré par la fabrication et la vente de bijoux, et puis au bout de 5-6 ans, on a bifurqué vers l'organisation d'événements. On a démarré par les événements sportifs. Et puis on a eu la chance de rencontrer Stan, qui a décidé de nous rejoindre et d'être un parrain formidable. Et depuis... On fait plus dans le spectacle et dans des soirées bonheur, festives, et voilà. Avec un concours de chant, on va en parler dans un instant. Stan Bennett, vous êtes performeur vocal, parrain de l'association, le disait il y a un instant Anne. Pourquoi avoir rejoint justement cette aventure des Bagouzes à Manon ? Parce que je suis sur scène, ça me donne beaucoup de plaisir, et si je peux en donner aussi au public et aussi par l'intermédiaire de cette association, c'est tout bénef. Et vous serez le président du jury des voix des Bagouzes. On parlera de la voix des Bagouzes, on en parlera avec vous. Restez avec nous pour en savoir un peu plus. Dans le 7-8, on revient aussi sur la soirée des écrivains persécutés, empêchés, emprisonnés. C'était à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines hier soir. Mais avant tout cela, coup d'œil à la météo de demain. Demain dans les Yvelines, peut-être quelques rayons de soleil, mais surtout de la pluie au programme. Le matin, il fera 11 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan, 10 degrés à Versailles et Rambouillet. Dans l'après-midi, même conditions avec des températures légèrement supérieures. Comptez 12 degrés à Houdan et Versailles. À Mantes-la-Jolie, il fera 13 degrés. Ce sera 11 degrés à Rambouillet ce jeudi 17 novembre. C'est la Saint-Élisabeth.
Et tout de suite, les informations du jour de ce mercredi 16 novembre avec vous, Mathilde Francou. Et on commence avec le chiffre du jour, 60. Pourquoi 60 ? 60 millions d'euros, Grégory, c'est le montant qu'ont investi les Yvelines dans la rénovation urbaine. Hier, le président du département, Pierre Bédier, a signé les protocoles de gouvernance de 3 projets. Les quartiers concernés, Beauregard à Poissy, celui des Petits Prés à Élancourt et le quartier de la Fontaine Saint-Martin situé à Saint-Cyr-l'École. Au total, 25 opérations sont prévues pour réhabiliter des logements sociaux, pour recréer des nouvelles habitations ou encore pour construire des équipements publics, maisons médicales, centres sociaux ou centres commerciaux par exemple. On en reparle de la rénovation urbaine dans quelques instants. Dans le 7-8, vous revenez aussi avec nous sur la remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation. Effectivement, Grégory, et de nombreux collèges et lycées yvelinois y ont participé. Créé par l'éducation nationale en 1961, l'objectif est de faire perpétuer chez les jeunes Français la mémoire de la résistance et de la déportation. Il leur donne aussi l'occasion de rencontrer directement des déportés et des résistants. Le thème de cette année, la fin de la guerre, les opérations, les répressions, les déportations et la fin du Troisième Reich. Au total, 6 prix ont été remis en fonction des catégories travail collectif, devoir individuel ou encore film ou reportage radio. On parle à présent de l'autoroute A13, un axe très emprunté par les Yvelinois, notamment pour se rendre vers la Normandie, et ce sera bientôt une autoroute sans péage, en tout cas dans les Yvelines. Et oui, après la 79, première autoroute sans barrière de péage en France qui relie l'Allier et la Saône-et-Loire, la 13 devrait bientôt suivre. C'est en tout cas le projet de la SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, un projet qui devrait naître à l'horizon 2024 pour fluidifier la circulation et engendrer moins de bouchons. Mais attention, ça ne veut pas dire sans péage, ça ne veut pas dire qu'on ne paiera plus l'autoroute. Tout à fait, Grégory, il faudra toujours payer. Les traditionnelles barrières de péage seront remplacées par des portiques. Ils capteront la catégorie du véhicule, si c'est une voiture, un camion, une moto. Puis la plaque d'immatriculation sera photographiée et les automobilistes pourront payer directement sur leur téléphone ou sur le site internet. Dans les jours suivants, pas de changement pour ceux qui possèdent un badge de télépéage. Il sera toujours bipé à leur passage. La médiathèque Anatole France rouvre cette attrape. Oui, fermée pour les travaux de rénovation et d'isolation thermique, la médiathèque Anatole France Attrape a finalement réouvert ses portes hier, le mardi 15 novembre. Après 7 mois de travaux pour remplacer des chaudières, des éclairages ou encore des vitrages, le public est amené à venir redécouvrir la médiathèque. Cependant, en ce qui concerne celle des 7 Mars à Élancourt, elle reste toujours fermée. Elle devait rouvrir le 4 octobre, mais en raison des retards de livraison, sa réouverture est prévue pour fin novembre, début décembre. On termine avec l'image du jour, même s'il faut remonter à hier pour la voir. C'était le dernier entraînement des Bleus à Clairefontaine, l'équipe de France de football qui s'est envolée aujourd'hui pour le Qatar. Faites briller nos étoiles, voilà le message qui était déployé en tribune hier soir. Malgré une pluie battante, 300 supporters étaient présents pour venir encourager les joueurs de l'équipe de France pour leur seul et dernier entraînement en France avant la Coupe du Monde au Qatar. De quoi ravir les fans, écoutez. Moi je suis fan du PSG, donc Mbappé, puisque Kylian Mbappé n'est pas là, mais sinon après tous les joueurs de manière générale. Et moi, plus Antoine Griezmann, parce que c'est mon joueur préféré de l'équipe de France. Kylian Mbappé parce que je suis fan de Paris, et Karim Benzema parce que c'est le Ballon d'Or, donc forcément c'est un grand joueur et ouais, c'est important de le voir. Je vais leur faire signer un ballon et les cartes qu'on a données. À Benzema, Mbappé, après il y a Lloris aussi que j'aime bien, Griezmann, Giroud. Voilà, un peu. Tous quoi. Ouais. Ok, ça marche. Ne saute pas, n'est pas français. Ouais. Après avoir enchaîné plusieurs passes, les Bleus ont conclu l'entraînement par une opposition à 10 contre 10 sur un quart de terrain. Christopher Nkunku s'est blessé au genou gauche à la suite d'un choc avec Kamavinga. L'attaquant de Leipzig a fini par se relever pour quitter le terrain légèrement boiteux. Finalement, il est forfait pour la Coupe du Monde. Il est remplacé par Randal Kolo Muani, l'attaquant de Francfort. Le premier match pour les Bleus sera le 22 novembre contre l'Australie. Grégory, est-ce que vous avez un pronostic ? Ouais, je suis très mauvais en pronostic en plus. Je ne sais pas si j'ai porté malheur à l'équipe de France en allant hier à l'entraînement avec cette blessure de Christopher Nkunku. Je vois quand même une victoire face à l'Australie. Après, j'ai pas envie de m'avancer sur le reste de la compétition. Je sais pas vous. On leur souhaite une victoire. On en tout cas, un pronostic, non, je vais rester prudente également. Et si vous aussi d'ailleurs près de chez vous, vous êtes témoin d'un fait, d'une information que vous avez pu constater, n'hésitez pas à le partager et à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Merci Mathilde pour ces informations.
Et on vous en a parlé il y a un instant dans les informations du jour. Le département a signé un protocole de gouvernance concernant 3 projets de rénovation urbaine. C'était hier. Et pour en parler, Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 nous a rejoint en plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. Alors comment le département s'engage justement dans la rénovation urbaine ? Eh bien Grégory, quand il s'agit de parler de rénovation urbaine, on parle aussi en général de politique de la ville, une action publique à destination des quartiers et donc des communes. Et le département a décidé de soutenir ce type de projet. Hier, c'était un investissement de 60 millions d'euros pour 3 projets. Et globalement, dans les quartiers yvelinois, le département a investi plus de 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros, depuis son engagement sur cette thématique. Le département, de façon volontaire, investit des dizaines de millions d'euros pour pouvoir permettre à ces quartiers dégradés de devenir des quartiers comme les autres. Et non seulement nous faisons plus que l'État dans les quartiers désignés par l'État au titre de la politique de la ville, mais nous avons aussi créé notre propre géographie, c'est-à-dire qu'il y a des communes qui ne sont pas reconnues par l'État comme étant des communes méritant la qualification de quartier politique de la ville, et nous y intervenons également. Ce que nous souhaitons, et c'est une volonté politique constante, c'est l'égalité territoriale. Il ne doit pas y avoir à Yvelines un territoire mieux traité ou moins bien traité qu'un autre. Alors, pour illustrer les propos du président du conseil départemental des Yvelines, Grégory, eh bien, il a l'exemple de Saint-Cyr-l'École. Alors, cette commune n'est plus classée comme quartier politique de la ville, mais elle a néanmoins un projet de rénovation de 58 millions d'euros, soutenu par le département à hauteur de 13 millions d'euros. Ce projet concerne le quartier de la Fontaine Saint-Martin pour rénover des logements, réaménager les zones piétons et créer des espaces végétalisés. On écoute la maire de la ville, Sonia Brault. L'engagement du département auprès de la ville de Saint-Cyr, de la même façon que celui du bailleur social et résidences Yvelines Essonnes, sont les garants de cette capacité de rénovation urbaine. Nous étions anciennement politique de la ville. Une nuit au Parlement, nos Saint-Cyriens sont devenus riches. Et donc nous ne sommes pas plus politique de la ville. Il n'en demeure pas moins que nous sommes une ville avec 33% de logements sociaux, des bâtiments qui sont nés après la reconstruction après-guerre. Et sur ce quartier-là notamment, il y avait un vrai besoin de rénovation. Et si on rentre dans le détail, Nicolas, quels sont les autres projets concernés par cet investissement du département ? Grégory, direction Poissy ? Et le quartier prioritaire de Beauregard. Je vous propose de regarder ces images. L'objectif de la municipalité est de rénover les différents espaces de ce quartier Pissiaquet sur les prochaines années, avec des réaménagements importants qui vont être réalisés sur les 4 prochaines années. C'est presque 60 millions d'euros et c'est plus de 20 millions d'euros d'aide du département. Donc ça nous permet de redessiner complètement le quartier en accord avec tous les bailleurs, parce qu'on a à peu près tous les bailleurs présents dans ce quartier sur Poissy. Et ça va nous permettre de refaire complètement le visage du quartier et de le rendre bien plus attractif qu'il n'est aujourd'hui. La place Racine va être totalement modifié. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons le centre André Malraux qui va être requalifié, complètement refait. Nous allons avoir une nouvelle maison médicale qui va voir le jour, donc des services supplémentaires pour les habitants. Et sur les logements eux-mêmes, nous allons avoir une refonte de ces logements. Enfin, dernier quartier concerné, c'est celui des Petits Prés à Elancourt. Des rénovations de logements sont prévues avec quelques démolitions en concertation avec les habitants. Objectif, redorer l'attractivité de ce quartier qui date des années 80. Et on écoute Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt. C'est un quartier dont on ne s'était pas assez occupé. Et ça fait quand même plusieurs années, bien sûr, qu'on a construit un beau projet pour eux. Donc là, c'est un projet quand même qui rassemble près de 50 millions. Et il veut dire que c'est là où on aura mis d'ailleurs les plus gros moyens. Mais voilà, c'est quand même un quartier où il y avait beaucoup de cadrage à faire. Donc c'est fait, ça y est, c'est signé, l'argent est là. Donc voilà. En termes de qualité de vie, de cadre de vie, bien sûr, de l'aménagement, les appartements, bien sûr les centres, l'école aussi, qui va être aussi transformée. Donc c'est vraiment un effort quand même considérable. Pour conclure, Grégory, ce vendredi 18 novembre, une délibération est à l'ordre du jour et elle concerne les projets de rénovation sur les communes de Rosny-sur-Seine, d'Épône et de Sartrouville. C'est une enveloppe de 16 millions d'euros qui sera votée par les conseillers départementaux. Avec une assemblée départementale en programme ce vendredi à l'hôtel du département à Versailles. Merci Nicolas pour ces précisions. Alors pendant tout le mois de novembre, on vous en parlait dans les titres, c'est le mois sans tabac. Le défi, c'est d'arrêter de fumer pendant 30 jours pour même
Par la suite, arrêter définitivement la cigarette. Il est toujours temps de rejoindre ce défi, même si on en est à la moitié, puisqu'on est à la mi-novembre, et de rejoindre les 157 316 personnes inscrites. On parle de ce mois sans tabac avec notre invité qui nous a rejoint en plateau, c'est le professeur Loïc Josserand. Bonsoir. Bonsoir. Président d'Alliance contre le tabac, ACT Alliance contre le tabac. On parlera aussi avec vous de votre nouveau rôle de doyen de l'UFR Simone Veil Santé à l'UVSQ. On vous posera quelques questions dans un instant sur cette thématique-là. Déjà, le mois sans tabac, le défi, je le disais, c'est d'arrêter pendant 30 jours de fumer, et ça multiplierait par 5 les chances d'arrêter définitivement. Pourquoi c'est intéressant justement de réfléchir sur sa consommation du tabac pendant un mois ? Le mois sans tabac, effectivement, le mois de novembre maintenant est devenu, je crois que c'est la 7e, c'est la 7e édition de ce mois sans tabac. Donc c'est un mois de réflexion où on va se poser la question de sa propre consommation, de son évolution dans sa consommation, et donc ce mouvement collectif, et on le sait très bien, quand il y a une motivation collective, quand il y a une espèce d'engouement et d'énergie, on est effectivement beaucoup plus positivement accompagné, beaucoup plus positif dans sa démarche, et on a effectivement, quand on s'arrête un mois, on sait, et ça a été montré scientifiquement à différentes reprises, on a 5 fois plus de chances de s'arrêter à la fin. Mais ce qu'il faut voir, même si on n'y arrive pas au mois de novembre, c'est que c'est pas grave. Oui. On est dans une démarche positive, et là on va avancer. Ça sera peut-être pas le mois de novembre, mais ça sera peut-être le mois de décembre, le mois de janvier avec les bonnes résolutions, ou un mois suivant de l'année, mais c'est pas grave. Ce qui est essentiel, c'est de rentrer dans la démarche et de vouloir s'arrêter et de rentrer dans la tentative d'arrêt. Et de ne pas être seul, vous l'avez dit, c'est très important. Arrêter, mais en étant accompagné. Il y a d'ailleurs un kit d'aide à l'arrêt qui est proposé pendant ce mois sans tabac. On va pouvoir aussi voir quelques liens s'afficher, et notamment l'accompagnement qui est proposé pendant ce mois sans tabac avec 2 manières. L'application Tabac Info Service qui propose un e-coaching gratuit. Il y a aussi un numéro d'appel gratuit, le 3989, pour bénéficier d'un suivi d'un tabacologue. Être accompagné, c'est primordial aujourd'hui. C'est difficile d'arrêter seul. Être accompagné, ça dépend. Il y en a qui arrivent, il y a des fumeurs qui effectivement se arrêtent seuls. Mais je pense que si on est accompagné, si on a l'aide d'un tabacologue, que ça soit à travers une application, que ça soit à travers un soutien téléphonique avec le 3989, cette plateforme, ça aide. Et ça permet vraiment d'avancer dans la démarche, et ça permet vraiment d'aller définitivement vers le sevrage. C'est une étape essentielle. D'être aidé, je pense, est un véritable atout dans les chances de réussite. Et pourquoi c'est si difficile d'arrêter ? Pourquoi c'est difficile d'aller vers ce sevrage, justement ? Alors, là, on rentre dans quelque chose effectivement d'un peu plus long, mais le tabac entraîne, à travers la nicotine qu'il contient et qu'on absorbe quand on fume, va entraîner une addiction au niveau cérébral. On a des récepteurs à la nicotine, et ces récepteurs, on se sent bien quand ils sont saturés. Pour le saturer, il n'y a pas une infinité de solutions, il y en a une principale, c'est celle de fumer. Donc on va fumer, on va absorber de la nicotine à travers les poumons. Il faut bien imaginer qu'il se passe à peine une seconde entre le moment où la nicotine est dans la cigarette et le moment où elle est dans le cerveau. Oui. Donc il n'y a pas plus rapide comme terme en voie d'absorption de la nicotine. Donc ça fait un flash, et ce que le cerveau adore, ce sont ces flashs, ces shoots de nicotine. Et puis deuxième partie de l'addiction, et là les fumeurs le disent tous quand ils s'arrêtent, et ils ne savent plus quoi faire de leurs mains. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'addiction au geste, l'addiction au rituel du tabac, avoir une cigarette, la manipuler, le paquet, l'ouvrir, allumer, etc. Tout ça, ça fait et ça rentre dans l'addiction, d'où effectivement la nécessité d'être aidé, soit avec des produits de substitution nicotinique qui vont permettre de saturer ces fameux récepteurs à la nicotine et donc de ne plus avoir ce manque de nicotine. Certains, pour d'autres, ça sera la cigarette électronique, là aussi sur un temps dédié. Il ne s'agit pas non plus de rentrer dans une cigarette électronique sur un très long terme, parce que là, on a encore quelques interrogations sur l'effet long terme. Il ne s'agit pas non plus, et ça c'est important, il faut le rappeler aux téléspectateurs, vapoter et fumer en même temps ne réduit pas le risque de tabac et n'annule pas la dépendance au tabac. On reste vapofumeur, mais donc dans vapofumeur, il y a fumeur, quoi. Donc c'est important, il faut bien le rappeler, quoi. Nicolas, vous aviez une question ? Une question sur le facteur prix. Le gouvernement a un projet d'augmenter encore la fiscalité pour amener le prix à 15 € le paquet. Est-ce que le facteur prix est déterminant pour arrêter de fumer ? Le facteur prix est effectivement un élément déterminant, essentiellement d'ailleurs vers les jeunes. L'augmentation du prix et la cible fiscale du 15 € en 2027, ce qui est important à retenir, c'est la trajectoire fiscale que ça représente. Ça permet aux fumeurs de se dire, dans 5 ans, ça va coûter 15 €. Il faut que je pense à m'arrêter. Donc ça, c'est pour les fumeurs. Ensuite, les jeunes, là, il y a un effet dissuasif sur le prix à 15 €. On commence à être sur quelque chose qui pose un vrai problème. Mais le tabac, il faut aller un peu plus loin. C'est un problème de fumeurs, mais c'est avant tout un problème social qui nous concerne tous. Donc, le tabac, ça rapporte 13 milliards d'euros
par an à l'État, ça en coûte 25 à 25 milliards en frais de santé. Et quand on met bout à bout tous les coûts sociaux que ça représente, les incendies, l'essence qu'il faut mettre dans les canadaires, etc., on est à 120 milliards d'euros. Donc de toute façon, le tabac, ça coûte à chaque Français 1 800 euros par an. Et Alliance contre le tabac a sorti un chiffre assez édifiant sur le tabac. Il y aurait un tiers des professionnels de santé qui n'aborderaient pas la question du tabagisme avec leurs patients fumeurs. C'est-à-dire qu'il y a encore un tabou aujourd'hui aussi autour de cette question. Là, vous soulevez un problème qui est double pour moi. Effectivement, d'un côté, à l'Alliance, en tant que président de l'Alliance, effectivement, c'est un vrai souci. Les professionnels de santé ne se préoccupent pas encore suffisamment c'est la question du tabac auprès de leurs patients. Or, on le sait, le simple fait d'aborder le sujet avec le patient l'amène à réfléchir. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Moi sans tabac. Donc si tous les professionnels de santé posaient simplement la question à leurs patients fumeurs, est-ce que vous fumez? Oui, non. Si oui, si le patient est fumeur, forcément il va répondre oui. Mais est-ce que vous fumez? Oui. Et si oui, est-ce que vous pensez à arrêter? Le simple fait de poser ces deux questions-là va déjà entraîner une réflexion. Après, ma deuxième casquette, là, pour le coup, de doyen, me dit qu'il faut qu'on renforce la formation de nos étudiants aujourd'hui pour que demain, ils soient en mesure de répondre et de prendre tous en charge le tabac. Peut-être aussi davantage de sensibilisation auprès des plus jeunes. Il y a un phénomène inquiétant, je vais y arriver, celui de la puff, je ne sais pas si je prononce bien, la puff, très précisément, qui est une cigarette électronique jetable aromatisée. Près d'un ado sur 10 on a déjà utilisé, et vous appelez de vos voeux justement une interdiction, parce que la vente normalement est interdite aux mineurs. La vente est interdite aux mineurs, c'est un ado sur 10 qui est en capacité de l'acheter, qui en a déjà acheté sans aucune limite et sans aucun contrôle de son âge. Et ça, entre 13 et 16 ans, nous venons de sortir des chiffres, c'est 13% qui utilisent ce produit-là. Donc on est en train de se battre sur le tabac, mais si on ne fait rien sur la puff, on est déjà en train de créer la future génération de fumeurs pour les 20 ou 30 prochaines années. Et il faut bien voir que c'est un produit qui initie, et c'est une porte d'entrée vers le tabac, mais c'est aussi un vrai souci environnemental. C'est un dispositif à usage unique qu'on va consommer en quelques dizaines de minutes, qui va finir par terre dans les caniveaux, qui contient des résidus de liquide, qui contient une batterie au lithium, il y a un emballage en plastique. Enfin, c'est une horreur, c'est une abomination environnementale. Et c'est une abomination en matière de santé. Donc nous demandons purement et simplement l'interdiction de ce produit-là, puisque personne ne respecte l'interdiction de vente aux mineurs. C'est une porte d'entrée, et derrière, c'est une vraie gabegie environnementale. Et une proposition de loi qui a été déposée sur le sujet. Une proposition de loi a été déposée effectivement par une députée d'Europe Écologie Les Verts pour aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est un projet de loi qui doit être soutenu de façon transpartisane, quelles que soient ses idées politiques. Je pense qu'il faut soutenir un tel projet de loi. On est en train de parler de la santé de nos enfants pour les 20 prochaines années, et de la santé environnementale qui, pour le coup, nous concerne véritablement tous. Et pour le coup, c'est aussi l'idée de déconstruire une idée un peu cool aussi du tabac. Ça n'est pas un produit récréatif. Les enfants aujourd'hui, parce qu'il faut parler d'enfants, on est sur une épidémie pédiatrique. On parle d'enfants qui commencent à consommer ce produit-là entre 12 et 13 ans. Donc ces enfants-là, aujourd'hui, c'est récréatif. Moi, dans 20 ou 30 ans, alors c'est pas moi directement, mais on les verra revenir à l'hôpital, et là, on sera nettement moins dans les problèmes récréatifs. Enfin, ça sera nettement moins récréatif, quoi. Et là, on sera dans les vrais problèmes de santé. Et malheureusement, on sait déjà que ça se terminera mal. Et donc on rappelle que le mois sans tabac, pour revenir à cette information, se déroule jusqu'à la fin novembre. Vous tapez dans votre moteur de recherche « mois sans tabac » pour trouver toutes les informations. Je disais, Loïc Josserand, vous êtes aussi venu avec votre autre casquette, celle de nouveau doyen. Alors c'est une information qui remonte à juillet, mais vous êtes depuis juillet le doyen de l'UFR Simone Veil Santé de l'Université Versailles 50 ans en Yvelines, et vous avez pris la succession du professeur Djilali Hanan. Comment se passent ces premiers mois en tant que doyen? Vous étiez vice-doyen par le passé. Alors effectivement, j'étais vice-doyen de l'UFR, qui est une grosse UFR de santé. On fait partie des 6 UFR de santé d'Île-de-France, donc nous sommes vraiment dans le Grand Ouest parisien, donc c'est très bien. 7500 étudiants, on ne le réalise pas forcément, mais c'est quand même une grosse UFR. Alors tous les étudiants, bien sûr, ne sont pas sur site, mais les étudiants en médecine qui sont là, et c'est vrai qu'on parle très souvent de l'UFR à travers ces étudiants en médecine. Je pense que nous devons avoir, et ce que je veux faire, et ce que j'ai déjà commencé à travailler, c'est justement de mettre l'UFR dans une dynamique de responsabilité sociale, d'université promotrice de santé. Je pense que c'est important que l'UFR aujourd'hui, elle est bien construite, elle est bien établie, elle a des vrais fondements scientifiques. Il faut maintenant qu'on sache peut-être se tourner vers notre territoire,
vers la population qui est autour. Nos étudiants, ils viennent de notre territoire. Je pense qu'on a besoin de médecins sur notre territoire. On doit former des médecins du territoire. Donc je pense que c'est important qu'on aille justement et qu'on rentre dans cette démarche-là. Je regretterais vraiment que des lycéens aujourd'hui, parce qu'on va rentrer sur Parcoursup, des lycéens aujourd'hui se censurent dans le fait de vouloir faire médecine. Je pense qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on décomplexifie tous les lycéens aujourd'hui qui ont envie de faire médecine. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des voies différentes. On va organiser des portes ouvertes dans quelques mois. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des voies différentes pour faire médecine. C'est pas forcément ces concours extrêmement compliqués qu'on avait. Il n'y a pas une voie royale, il n'y a pas le pass royal, il y a des LAS qui facilitent, il y a des passerelles qui facilitent les accès. Et je pense qu'il faut vraiment que les lycéens, les étudiants aujourd'hui se renseignent sur les façons qu'on peut avoir de faire médecine pour derrière. Comme on est habitant du territoire, on va s'investir dans le territoire et on parle régulièrement de sous-densité médicale. Le territoire y est et je pense que c'est aussi la part de l'UFR doit prendre sa part pour apporter une meilleure santé aux résidents du territoire. Merci à vous, professeur Loïc Josserand. Je rappelle, doyen donc de l'UFR Simone Veil, santé de l'UVSQ, également président d'ACT, Alliance contre le tabac, parce qu'on a parlé avec vous effectivement de ce mois sans tabac. Toujours sur le volet santé, HF Prévention Santé était en Allemagne il y a quelques semaines. L'association basée à Trappes s'est rendue à Berlin pour une série de rencontres et de tables rondes, un projet soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand en collaboration avec l'association Bleu Blanc Rose. Les thématiques abordées, la santé sexuelle, l'homophobie et la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Quelle est la situation à Berlin sur ce dernier thème? On regarde un extrait. À Berlin, c'est un îlot, c'est un peu comme Paris. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus de Berlin, bon là c'est un peu compliqué. Ça c'est la banlieue. Dès qu'on est un peu en banlieue, donc là ça devient beaucoup plus difficile. Il n'y a pas de banlieue. En fait, c'est vraiment la campagne. Berlin, on sort de Berlin, c'est la campagne. Il n'y a pas une vraie banlieue. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas cette problématique comme en France avec la banlieue. Donc en fait, il y a Berlin. Et déjà, Berlin, c'est certains quartiers, comme on va dire, mais c'est plus des quartiers en fait. À Paris, c'est vrai qu'il y a le Marais. Ici, on va dire que c'est Schöneberg, le grand quartier. Mais il y a quand même des petits îlots, gays dans tout Berlin. Voilà. Donc là, vous avez encore des discothèques, des bars, des boîtes, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Où ça a déjà disparu, parce que c'est vrai que nous, par exemple, sur la région parisienne, mais pas seulement, un peu partout en France, on a beaucoup moins d'établissements par rapport à avant. Vous l'analysez comment ça chez vous? C'est en train de disparaître ou c'est maintenu? Il y a des rumeurs qui disent que certains clubs vont fermer, mais pour l'instant, c'est pas concret. Mais pour l'instant, on voit pas ça. On voit pas on voit des petits trucs qui changent d'adresse. Mais ils existent toujours. Et l'intégralité de ces interviews, de ces tables rondes réalisées par l'association HF Prévention sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'association Trappiste. On le disait tout à l'heure et on parlait de ce grand concours organisé par l'association Les Bagouses à Manon. L'objectif, c'est de donner de la voix pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Ce grand concours de chant s'appelle La Voix des Bagouses, ensemble vers la voie de la guérison. Il s'adresse aux 7 à 77 ans et les candidatures sont à transmettre avant le 7 décembre. La grande finale est prévue le 14 janvier. Il y aura même des demi-finales qui précéderont et ce sera la salle Ravel de Vélizy-Villacoublay. Deux invités sont avec moi en plateau, on les avait tout à l'heure, ils sont revenus. Anne Herbert Lorenz, présidente fondatrice de l'association Les Bagouses à Manon, et Stan Bennett qui est le parrain de cette association. Première question, j'ai envie de vous dire pourquoi un concours de chant? Pourquoi organiser ce concours de chant? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Anne Herbert Lorenz, de donner aussi, de faire des histoires un peu plus festives, mais pourquoi un concours de chant? C'était votre idée, il me semble, Stan Bennett. En 2019, on a décidé de faire mon spectacle. J'ai partagé le plateau avec un autre humoriste. On l'a fait à la salle Ravel avant qu'elle soit rénovée. C'est tombé 5 jours avant le confinement. C'était 29 février 2020. Ouais, on était 350, ça a super bien marché. J'ai refait un plateau d'artistes en début d'année, cette année. On a fait 5 artistes à Vélizy, ça a été génial. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'il a fallu jauger au niveau de la jauge sur place. Également, on ne pouvait pas faire de restauration, d'après ce que j'avais compris. Donc, il y a eu une centaine de personnes, c'était pas énorme. Et on s'est dit, pourquoi pas, moi j'ai un nouveau spectacle que je joue actuellement, mais pourquoi pas faire un concours de chant? Ça va ramener non seulement des gens, c'est intéressant. Je l'ai déjà fait dans le Nord, je l'ai déjà fait dans le Sud-Ouest. C'est super sympa. Et puis, c'est pour l'asso surtout.
Oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, l'objectif c'est d'organiser aujourd'hui ces soirées plus festives, d'avoir un côté peut-être plus ludique pour parler aussi d'un sujet derrière qui est lourd. On le disait, votre association sensibilise le grand public à la nécessité de soutenir justement ces projets de recherche sur les cancers pédiatriques. Lui donner un volet festif, organiser ce genre d'événement, c'est important pour vous ? C'est-à-dire que pour moi, au départ, c'est donner du sens à quelque chose qui n'en a pas et de manière joyeuse, parce que la cause est relativement rude, oui. Tragique pour beaucoup, mais voilà, moi, ce qui me guide chaque jour, c'est l'amour de la vie. C'est ce que Manon aimait, et donc on fait beaucoup de choses avec beaucoup d'humour, et ça permet aussi de ramener un public qui peut être frileux face à une cause telle que le cancer pédiatrique. Et souvent, quand ils nous voient, alors que ce soit Stan, moi, les bénévoles, voilà, on est dans la vie et on veut que ce soit festif pour tous. Donc là, le concours de chant, c'est quelque chose qui va donner une lumière différente, oui. Sur la cause, sachant que c'est aussi avec 2500 voix, donc oui, ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille en partenariat avec eux sur ces soirées-là. Voilà, 2500 voix, la voix des Bagous et la voix vers la guérison. Oui, parce qu'il y a une participation de 5 € qui est un don en fait pour 2500 voix. Tout à fait. Alors en fait, les candidats s'inscrivent en ligne sur notre plateforme Hello Asso, et on leur demande de participer à hauteur de 5 €. Sachant que l'intégralité des 5 € est reversée pour React for Kids, oui. Donc qui est un collectif de chercheurs français en recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. Et le lien Hello Asso est assez long, donc le plus simple c'est d'aller sur la page Facebook des Bagous à Manon, et on retrouve très facilement ce lien pour pouvoir justement s'inscrire à ce concours. Stan, qui est adressé aux 7 à 77 ans, l'idée c'était aussi de concerner tous les publics. Ouais, c'est simplement pour dire pour c'est ouvert à tous quasiment, voilà. Et c'est tous les styles de musique, ça peut être. Ouais. Alors c'est plutôt sur bande, parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on peut venir avec des musiciens? Au niveau de la logistique, ça risque d'être compliqué. Donc comme c'est un concours, il faut faire très vite, et c'est plutôt sur bande. Nous, on va le faire à l'aveugle. Je l'ai fait par le passé, c'est super sympa, niveau sensoriel. On découvre plein de trucs, et puis même pour les candidats. Donc Anne retrouve entre guillemets, le pré-casting, oui. Pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe avec une autre personne. Et nous, donc je serai avec 2 profs de chant et puis une chanteuse. Pour pouvoir faire cette demi-finale et cette finale première fois à l'aveugle. En fait. C'est ça, vous êtes le président du jury qui va faire une première sélection. Juste avant, comment on candidate? Alors, vous l'avez dit, on se rend sur ce lien Hello Asso. Qu'est-ce qu'il faut transmettre? En fait, il faut remplir nom, prénom, âge. Pour les mineurs, il y a un formulaire d'autorisation parentale. Et en même temps que l'on s'inscrit, on copie-colle le lien vers sa vidéo de chant, que ce soit Vimeo, YouTube ou autre support. Et du coup, là, Mathilde, vous avez commencé les castings? Oui, ça y est, on commence à recevoir des candidatures. Vous avez quelques pépites Oui, oui. Après, c'est très bon enfant. Hein. Oui, c'est l'idée. C'est pas The Voice, ni Popstar. Mais Parce que vous l'avez dit, il y a un jury. Alors, vous allez ensuite sélectionner les demi-finalistes. Ce sera le 15 décembre que les noms seront révélés pour cette grande soirée du 14 janvier. Il y a 8 demi-finalistes, et puis lors de la soirée du 14 janvier, on en prendra 4 après la demi-finale pour en garder en finale, et puis donc les 4 finalistes et puis un vainqueur. Voilà. Donc le 14 janvier, ce sera à la salle Ravel de Vélizy-Villacoublay. C'est à l'occasion de la soirée annuelle de l'association Les Bagous à Manon. Il n'y a que le jury qui décide. Est-ce que le public aura son mot à dire sur la finale? Non, vous ne savez pas encore. Ouais, on va faire taper 1, taper 2 aussi. C'est ça. Si vous voulez rester dans le château, non, ça c'est une autre émission. Qu'y a-t-il à remporter pour le gagnant? Qu'est-ce qu'il y a à la clé? Alors, c'est Mathilde. Mathilde. Donc il y a une soirée avec Mathilde. Un resto avec Mathilde, ça. Non. Il y a un micro-chour.
Il y a un micro-show. Oui. Il y a 2 premières parties, on est parti là-dessus. Moi, je suis en spectacle actuellement sur Paris, dans un cabaret, où je fais mon spectacle complet 2 dimanches par mois. Et j'ai proposé de faire 2 premières parties aux vainqueurs. Donc c'est un spectacle dans un lieu mythique. Donc ça peut être très sympa pour quelqu'un qui est, entre guillemets, semi-pro, amateur, de faire une première partie là-bas. Au Don Camillo. Exactement. Et puis, il y a un soin massage. Il y a un soin massage baliné, puisqu'on a un partenariat avec les spas Mama Bali Paris. Et donc, le grand gagnant de la finale remporte tous ses lots. Le second aura également un soin. Et de toute façon, il y aura un petit cadeau pour chacun. Une dernière question, Mathilde. Oui, donc là, c'est votre première édition. Est-ce que si ça se passe bien, ça vous plaît à organiser, vous allez peut-être en organiser une seconde édition ? Pourquoi pas ? Parce que le but, c'est de le faire connaître. Et c'est vrai que c'est vraiment ludique, c'est sympathique. Et puis, pour la bonne cause, c'est chouette. Merci Anne, merci Stan d'être venu en plateau. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ? Juste de dire que comme on avait ouvert le champ de 7 à 77 ans, moi je suis toujours très touchée de voir des jeunes qui s'engagent pour les jeunes. Et la première candidature qu'on a reçue, c'est une jeune fille de 13 ans. Donc c'est vrai que ça me touche toujours de voir des enfants s'engager pour des enfants. Voilà. Qui s'engage pour cette cause. Et je le rappelle, la voix des Bagous, ce casting est ouvert, le casting de ce concours jusqu'au 7 décembre. On le disait tout à l'heure, il y a une page Hello Asso qui est dédiée. On retrouve très facilement le lien sur la page Facebook de l'association des Bagous à Manon. Merci à vous deux d'être venus en parler en plateau. Et tout de suite, la suite du 7-8 avec une page culture. Hier, c'était la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Comme chaque année, la commanderie à Saint-Quentin-en-Yvelines a profité de ce rendez-vous pour organiser une table ronde. Des journalistes et auteurs victimes de répression et de censure dans leur pays pour leurs écrits ont pu témoigner. Regardez ce reportage de Julien Leroy. La liberté d'expression à tout prix, c'était le message qu'étaient venus partager les journalistes et auteurs exilés en France autour d'une table ronde à la commanderie à Élancourt. Dans le cadre de la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, ces témoins mettaient en avant la répression et la censure subies pour leurs idées dans leur propre pays. Ce qui est inspirant, c'est surtout le parcours de ces personnes, la résilience, le courage, et puis ça permet aussi de relativiser et peut-être de mettre en avant la situation française et de se dire que finalement ici, on n'est pas si mal. Simon Suleimani, journaliste kurde, a été emprisonné pendant 16 mois après la tentative de coup d'État en 2016 pour ses oppositions au pouvoir turc. Après sa libération provisoire, il quittait illégalement le pays à la nage pour atteindre la Grèce. Il est aujourd'hui en France et continue d'exercer pour alerter sur la situation en Turquie. Nous avons beaucoup d'amis journalistes dans la région qui ne peuvent pas diffuser les nouvelles sous ce nom. Là, parce que le gouvernement toujours menace. On prépare ici, on diffuse ici, en sécurité. Enfin, en fait, France, ça nous donne cette chance de partager les nouvelles. Mikhail Bashkirov, auteur de théâtre et dramaturge russe, subissait la censure de ses œuvres en Russie. Il faisait face à des menaces et intimidations des services de police avec sa femme réalisatrice. Un de mes spectacles, il était vraiment interdit par la police, parce que la police elle est venue au spectacle. Votre spectacle humilie notre président, notre État, notre société, et ça continuer à faire ce spectacle, ça est devenu dangereux pour notre équipe. La guerre en Ukraine l'a poussé à fuir son pays avec sa femme et son enfant. 70 personnes étaient venues assister à cette table ronde. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire de leur parcours, c'est la manière dont ils se sont battus pour leurs idées, pour leur liberté et pour venir jusqu'ici. Moi, je me sens toujours un peu silencieuse par rapport à de tels parcours. En parallèle de cette soirée, ces intervenants mènent des sensibilisations auprès des jeunes autour de la liberté d'expression dans les écoles saint-quentinoises. Mercredi, c'est jour de sortie, de nouveautés au cinéma. Vous nous direz quel film vous allez voir cette semaine, Mathilde Francou. Mais on va se tourner de l'autre côté de la table avec Céline Charles, qui était déjà avec nous et qui est revenue en plateau pour nous
parler des sorties de la semaine avec une semaine, on peut le dire, 100% francophone. Oui, ce sera que des films francophones. On commence cette sélection avec plus que jamais un film d'Émilie Atef. C'est la dernière apparition à l'écran de l'acteur Gaspard Ulliel, comme vous le savez, décédé en janvier dernier des suites d'un accident de ski. Le film raconte une histoire d'amour profond, mais malheureusement marqué par la maladie. Hélène et Mathieu sont heureux ensemble, mais lorsque la jeune femme apprend que sa maladie est incurable, elle décide de tout quitter et de partir au nord de l'Europe pour chercher la paix au détriment de celui qu'il aime. Un film sublimé par des images tournées en Norvège qui nous transportent dans ces paysages évidemment magnifiques. Jetez un coup d'œil à la bande-annonce. J'ai besoin de partir pour retrouver un peu de la légèreté, Mais tout ça, c'est pas possible avec moi en fait, c'est ça? Non. Je veux faire ce voyage, même si t'es pas d'accord. Well, if your disease doesn't kill you, my cooking surely will. Il faut que tu regardes ça, attends. La nature. Ah ouais. Je suis content de t'entendre. Moi aussi, je suis contente. Un petit retour à présent dans les années 80. Exactement, Grégory, avec Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi. On parle de Stella, Étienne, Adèle, toute une troupe de jeunes qui ont plus ou moins 20 ans. Ils passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par les metteurs en scène Patrice Chéreau et Pierre Roman au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Ce film, c'est une véritable ode à la jeunesse de l'époque, avec bien sûr ses problématiques comme la passion des planches, le jeu, l'amour, mais également des thématiques un peu plus sombres comme le sida ou encore la drogue. Alors on va parler maintenant d'un film un peu plus léger, oui. C'est le retour de Gad Elmaleh devant et derrière la caméra. Pour son nouveau film Reste un peu, il réalise et joue son propre rôle. Alors après 3 ans passés aux États-Unis, Gad Elmaleh décide de rentrer en France pour retrouver ses amis et sa famille. Mais ce n'est pas seulement pour les beaux yeux de sa maman qu'il a décidé de rentrer. Une autre femme semble avoir pris une grande place dans sa vie et il s'agit de la Vierge Marie. L'acteur est en pleine crise de foi et semble vouloir délaisser le judaïsme pour le catholicisme. Une action qui déclenchera quelques émois autour de lui. Regardez. Reste avec nous, chérie. Balance, pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. C'est un film un peu plus personnel que son ancien. Il avait fait Coco il y a quelques années. Alors c'est un air un petit peu de documentaire puisque c'est les propres parents et la propre sœur de Gad Elmaleh qui jouent sa famille dans le film. Il s'agit de Régine, Judith et David Elmaleh. On termine avec une autre comédie dans un registre social, cette fois-ci. Oui, en effet, il s'agit du film Les Femmes du Square de Julien Rambaldi. Le réalisateur nous plonge dans le quotidien d'Angèle, une jeune ivoirienne assez précaire qui se débrouille et survit comme elle le peut, jusqu'au jour où elle va se retrouver projetée dans un tout nouvel univers, celui des nounous africaines s'occupant des enfants des beaux quartiers de Paris, des femmes invisibles de la société qui sont bien souvent exploitées. Un film sur la bienveillance, l'injustice et la sororité. Personnellement, c'est le film qui m'intéresse le plus, même si le film, plus que jamais, cette dernière apparition à l'écran de Gaspard Ulliel aussi m'intrigue. Mathilde? Pareil, Les Femmes du Square m'intéresse beaucoup. J'ai vu la bande-annonce et j'irais bien le voir au cinéma. Mais le film de Gad Elmaleh a l'air aussi bien drôle. C'est drôle. Moi, ce serait plutôt Les Amandiers. J'ai vu la bande-annonce et je sais pas, c'est un air un peu de la passion, ce qui rappelle un peu nos vies adolescentes en fait finalement. Donc, En tout cas, on se réjouira des films 100% francophones pour cette semaine. Et il y aura donc la France à l'honneur du 7e art cette semaine dans les salles obscures. On va continuer de parler cinéma. Je vais vous donner une petite réplique, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. C'est une réplique célèbre d'un film. Vas-y Céline. Braveheart, oui, évidemment. Forcément. Et cette réplique de William Wallace, un héros de l'indépendance écossaise qui a été incarné par Mel Gibson. Le film est sorti en 1995 et réalisé aussi par Mel Gibson. On parle ici d'un classique et c'est le coup de cœur cette semaine de notre réalisateur yvelinois Gauthier Barra. Il nous en parle. Braveheart, le film de Mel Gibson, sorti en 1995 avec une BO exceptionnelle de James Horner. Alors ce film est accompagné d'une autre actrice française que l'on connaît bien, Sophie Marceau. Il a remporté plus de 5 Oscars, ce film, avec un acteur
qui est également le réalisateur, donc Mel Gibson. Ici, on est basé au XIIIe siècle avec William Wallace. William Wallace qui doit se marier en Écosse, dans son pays, sauf que c'est dirigé par les Anglais. Les seigneurs anglais ont décidé de réinstaurer le droit de cuissage et donc de profiter de la jeune mariée avant le mariage. William Wallace est contre, il va donc se marier en secret. Cette cachotterie va être découverte par les seigneurs et donc punie par la loi. Et à ce moment-là, William Wallace va vouloir donc se venger. Et pour ça, va monter une véritable résistance face aux Anglais. Il va commencer à vouloir libérer le pays écossais de cette dictature anglaise. On peut parler officiellement de chef-d'œuvre du cinéma, car Mel Gibson en fait excelle sur une chose, et aujourd'hui c'est un roi en la matière, en fait, sur la reconstitution de scènes de bataille. On l'a connu dans The Patriot, où il n'était juste acteur dedans. Et on peut parler de vraie et fausse histoire en même temps, parce qu'en fait, historiquement, rien n'a été prouvé. On ne peut pas donner de pour ni de contre. Donc je vous laisse découvrir ce film, fort en émotion et tout en liberté. Bon, il y a le mot aussi freedom dans la version originale, forcément, qui revient. Vous l'avez vu, Braveheart ? Oui, avec une très belle bande originale, c'est vrai. Il faut le souligner, les musiques sont magnifiques. Mathilde ? Moi non, j'avoue que j'ai jamais vu le film. En tout cas, c'est un film, on l'a dit, un multi-oscarisé qui alors est librement inspiré de la vie de William Wallace, mais aujourd'hui, c'était le classique que nous faisait redécouvrir Gauthier Bara. Une petite question et on va passer au dernier sujet. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le breakdance ? Est-ce que ça vous plaît ? Oui, c'est assez sympa à regarder, mais j'avoue que faut avoir de la technique quand même pour pratiquer le breakdance. Et pourquoi on parle de plus en plus de breakdance, à votre avis, Céline ? On en parle souvent sur TV78 en ce moment. Les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques Évidemment. Qui vont arriver avec plusieurs épreuves dans les Yvelines. Il n'y aura pas le breakdance dans les Yvelines, mais le breakdance sera au programme des disciplines olympiques pour Paris 2024. Alors à cette occasion, il y a un territoire, celui de GPSEO, la communauté urbaine qui se mobilise avec son centre de la danse dans la ville des Mureaux et qui, en partenariat avec l'INSEP et la Fédération française de danse, accueille des stages de formation pour les entraîneurs de breaking. Le reportage de Gabriel Gontier. Ils sont les entraîneurs de demain. Ces 8 B-Boys et B-Girls, comme on les appelle, se sont retrouvés pour leur 2e semaine de formation au centre de la danse GPSEO des Mureaux. Ils vont obtenir le premier titre certifiant reconnu par l'État. Une ouverture à une professionnalisation de la discipline. Notre projet artistique, il est axé autour justement des danses hip-hop et du breaking. Donc pour nous, ça coulait de source d'avoir ce type de partenariat et on est très fiers de pouvoir accueillir cette première promotion en partenariat avec la Fédération française de danse et l'INSEP. Avec 30 millions de pratiquants dans le monde et 1 million en France, depuis 2020, le breakdance est reconnu comme discipline olympique. C'est sur cet héritage de Paris 2024 que repose la formation. Étalée sur 10 mois, les danseurs vont acquérir les compétences fondamentales du métier d'entraîneur. Bien partir du principe qu'il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs visions qui vont vous être partagées et que chacun avec ses sensibilités a construit son chemin. C'est une formation qui est assez intense pour eux, qui va leur permettre une acquisition d'un diplôme de niveau 4. Donc le titre finalité professionnelle, TFP, avec l'intitulé entraîneur breaking, qui va pouvoir leur ouvrir les portes d'une carte professionnelle aussi, donc reconnue des institutions. Le choix des Mureaux pour la formation n'a pas été un hasard. Depuis quelques années, ce secteur constitue une plaque tournante des danses de rue. Pour Ken Lo du groupe de break yvelinois Premier Avertissement, cette formation est l'opportunité pour les breakdancers de voir reconnaître leur travail et de peut-être entraîner un jour l'équipe de France. Moi, c'est aussi un défi que j'aimerais réaliser, être coach de l'équipe de France, que ce soit au niveau espoir, pour pouvoir travailler avec la nouvelle équipe qui représentera la France pour les prochains JO. Habituez-vous à voir ces figures, car la discipline regorge de talents qui comptent bien nous donner le tournis pour les JO de Paris 2024.
Le breakdance, discipline olympique, sera une première dans l'histoire pour Paris 2024 avec des épreuves qui vont se dérouler du côté de la place de la Concorde. Et on rappelle que dans les Yvelines, de nombreuses épreuves seront accueillies. On pense au cyclisme sur piste, au Vélodrome national, le golf, au golf national de Saint-Quentin en Yvelines, le VTT sur la colline d'Elancourt, aussi des épreuves équestres qui seront organisées du côté de Versailles. Et d'ailleurs, sur TV78, on parle des JO dans une nouvelle émission. Si on parlait sport, JO 2024 à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Avant de vous quitter, un dernier coup d'œil par la météo. Et plutôt même un dernier coup d'œil à la météo. Demain dans les Yvelines, peut-être quelques rayons de soleil, mais surtout de la pluie au programme. Le matin, il fera 11 degrés à Mantes-la-Jolie et Houdan, 10 degrés à Versailles et Rambouillet. Dans l'après-midi, les mêmes conditions avec des températures légèrement supérieures. Comptez 12 degrés à Houdan et Versailles. À Mantes-la-Jolie, il fera 13 degrés. Ce sera 11 degrés à Houdan. Et ce jeudi 17 novembre, nous fêterons les Elisabeth. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.